Bon, dans cette vidéo, on s'attaque aux choses sérieuses. On va créer un clone YouTube à partir de zéro. Mais si ce n'était que ça, ce serait pas drôle. C'est du vu et revu, sauf que moi, je vais le faire, mais sans savoir coder. Donc je vais vous expliquer quel langage et framework j'ai choisi et pourquoi, mais surtout quelle méthode j'applique quand j'apprends une nouvelle technologie. Et je vous parlerai aussi de la nouvelle formation sur laquelle on bosse depuis plusieurs mois et que je suis hyper content de vous présenter dans cette vidéo. Alors quand je dis sans savoir coder, qu'on s'entende, je veux dire sans savoir coder de site web. Parce que pour ce challenge, voici les règles. Premièrement, autorisation d'utiliser n'importe quelle connaissance que j'ai déjà en Swift. Bah oui, je vais pas volontairement oublier tout ce que je sais déjà. Deuxièmement, droit à n'importe quel support d'apprentissage. Et troisièmement, l'objectif, recréer un clone de la page d'accueil de YouTube. Donc comme vous le savez probablement, j'ai déjà des connaissances assez poussées en développement iOS, donc c'est du mobile, mais c'est vrai que le web, c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup le challenge, et le challenge de cette vidéo, ça va être de recréer un site web en partant de zéro. Mais avant même d'apprendre à coder un site web, il faut choisir les bons outils. Et pour ça, on a plusieurs solutions que j'ai regroupées en 3 catégories. Premièrement, la pierre et le silex. Ça, c'est un peu les langages de programmation ou de description qui constituent la base du développement web, et parmi eux, on compte notamment le HTML, CSS, JavaScript ou encore PHP. Disons que ce sont des outils assez primaires qu'on n'utilise plus vraiment tels quels aujourd'hui parce que c'est assez fastidieux. Deuxièmement, ce que j'ai appelé la torche, ça c'est tous les outils qui vont nous permettre de créer un site avec très peu, voire même pas du tout de connaissances en programmation. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la plupart du temps des outils no-code. On peut citer notamment WordPress, Wix ou encore Webflow que vous avez sûrement vu à travers une pub juste avant cette vidéo. L'avantage de ces outils, c'est qu'on peut créer un site web en littéralement 3 clics, mais il y a également beaucoup d'inconvénients, notamment le manque de maintenabilité ou de personnalisation. Et la troisième catégorie, celle des briquets à gaz. Ce sont plein d'outils qui sont nés ces dernières années et qui vont venir transformer la pierre et le silex en des outils beaucoup plus maintenables, beaucoup plus maniables et beaucoup plus puissants surtout. Ces outils, il y en a plein, mais on peut notamment citer les plus connus comme le React.js qui est basé sur du JavaScript, Ruby on Rails qui est basé sur le langage Ruby ou encore Django qui est basé sur du Python. Et grâce à ces outils qui sont en fait des frameworks, on va pouvoir développer des sites web beaucoup plus rapidement, mais sans perdre les capacités de personnalisation qu'on perd avec les outils no-code. Alors moi, j'avais déjà un peu étudié la question et je savais que si un jour j'allais me lancer dans le développement web, je choisirais du React.js parce que apparemment il a plein d'avantages et j'ai l'impression que tout le monde en parle. Donc le React.js, c'est un framework front-end, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de développer tout ce qui est visible dans un site web, l'interface graphique, les animations, etc., etc. Et il a 2 atouts majeurs. Le premier, c'est qu'il est basé sur de la programmation déclarative que moi perso j'adore depuis que j'ai découvert ce type de programmation avec le SwiftUI. Et en gros, ça veut dire qu'une interface est dirigée non pas par des ordres, mais par des données. Je prends un exemple, si un bouton est vert et qu'on veut le rendre rouge, eh bien on va pas appeler une fonction qui indiquerait par exemple au bouton de changer sa couleur, mais on va directement changer la valeur de la variable qui indique la couleur de ce bouton. On va la passer par exemple de vert à rouge. Alors dit comme ça, effectivement, on pourrait croire que appeler une fonction ou changer la valeur d'une variable, c'est la même chose. Sauf si cette même variable est utilisée à plusieurs endroits dans mon site, sur plusieurs écrans par exemple. Et bien là, en programmation impérative, on va devoir appeler autant de fonctions qu'il y a d'éléments qui doivent changer de couleur par exemple, alors qu'en programmation déclarative, on va juste changer la valeur de cette variable-là et tous les éléments, tous les écrans qui utilisent cette variable-là, eh bien, vont être changés automatiquement. Donc si par exemple j'ai des boutons dans plusieurs écrans que je veux tous désactiver en même temps, eh bien en programmation déclarative, j'aurai juste à changer une valeur que j'ai utilisée pour tous ces boutons qui va m'indiquer si les boutons sont activés ou désactivés et tous les boutons vont se mettre à jour automatiquement. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps et surtout de réduire au maximum les bugs. Et le deuxième avantage du React, c'est qu'on développe des composants, c'est-à-dire des petits bouts de notre interface graphique qu'on va venir ensuite assembler pour créer le site global. Et cette façon de faire, ça permet en fait de développer chacun des composants de notre site web et ensuite de les assembler et donc ça facilite le développement. Donc ça, c'est la première étape, apprendre le React. Bon, vous le savez, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à devenir libre, de créer votre quotidien sur mesure et de pouvoir bosser où vous voulez, quand vous voulez. Donc pour ça, il y a plusieurs manières, j'en parle déjà assez dans d'autres vidéos. Et justement, si vous voulez avoir tous les outils clés en main pour apprendre le React, avec Vincent, un formateur de la plateforme, on a lancé une nouvelle formation qui permet d'acquérir toutes les bases du React.js et même d'aller plus loin,
et d'approfondir des notions qui sont parfois un peu floues. Mais des formations en React, il y en a déjà plein et même souvent des gratuites. Mais nous, on a voulu aller plus loin et vraiment créer quelque chose de qualitatif, de très complet qui permette bien évidemment, si vous vous y investissez vraiment, de trouver un job, soit en tant que freelance ou en tant que salarié dans une boîte, en tant que développeur React. Donc tout comme pour le guide ultime du SwiftUI, qui est une formation déjà dispo depuis plusieurs mois et qui vous a beaucoup plu, on a découpé cette formation en plusieurs parties, comprendre, appliquer, évaluer et aller plus loin. En tout cas, on a remarqué que cette structure de formation vous plaisait beaucoup, qu'elle vous permettait d'apprendre plus efficacement et surtout de rester motivé et suivre la formation jusqu'à la fin. Et comme l'objectif c'est de vous fournir un enseignement de qualité premium, on a également mis à disposition un groupe d'entraide sur lequel vous pouvez poser vos questions si jamais, malgré toutes les explications, il y a encore des petites notions qui restent floues. Dans cette formation qui est disponible dès maintenant à travers le premier lien dans la description, une fois que vous l'aurez commandé, vous allez recevoir immédiatement plus d'une dizaine d'heures de vidéos, un PDF récapitulatif de plus de 150 pages, les exercices et également l'accès gratuit au groupe d'entraide. Alors les prérequis pour cette formation ne sont pas matériels, vous pouvez la suivre avec n'importe quel ordinateur, c'est juste d'avoir quelques bases en HTML et CSS et également en JavaScript moderne. Mais pour ça justement, on a préparé une formation 100% gratuite qui est également disponible sur le site et qui vous permet de vous remettre à niveau sur le JavaScript moderne. Donc si cette formation vous intéresse, à partir de la publication de cette vidéo et pendant 7 jours seulement, on vous offre la formation à moins 50%. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description, vous serez redirigé vers le site avec la promotion automatiquement appliquée, vous avez juste à la commander et vous allez recevoir tout le contenu de la formation immédiatement dans votre espace membre. Mais bref, revenons au sujet de cette vidéo, le clone YouTube. Donc déjà, avant de me lancer dans le code, je me suis basé sur cette formation qui m'a pris à peu près une semaine de travail à plein temps en y bossant toute la journée. Parce que oui, effectivement, il ne faut pas croire qu'en regardant 10 heures de vidéo et en restant assis dans son canapé, on va devenir développeur React. J'ai dû quand même passer pas mal de temps à pratiquer, à refaire les exercices, essayer de faire moi-même ce qui avait été montré dans la vidéo. Donc bref, tout ça pour dire que cette formation demande pas mal d'investissement. Et en suivant cette formation, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de mécanismes qui étaient assez similaires au SwiftUI, notamment la gestion des états, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire que ceux qui aiment la manière de programmer avec du SwiftUI, vous serez fortement intéressés par le React.js. Donc une fois que j'ai bien compris les mécanismes de cet outil, j'ai pu commencer à développer le clone de YouTube. Alors pour ça, j'ai commencé par les cellules des vidéos. C'est quelque chose qui est assez facile et ça me permet de me faire un peu la main. Donc pour ça, rien de compliqué, il suffit de créer un composant React qui prend en paramètre quelques informations comme l'adresse de la miniature de la vidéo, le titre, le nombre de vues et l'auteur. Et justement, ce qui est intéressant avec cette logique de programmation par composant, c'est que là, j'ai créé un composant pour les vidéos, mais si demain, par exemple, je veux changer le design de la vidéo, eh bien, je vais pouvoir le faire assez rapidement, assez simplement, et j'aurai à le faire qu'une fois pour toutes les vidéos du site. Ensuite, on voit sur la page d'accueil de YouTube qu'il y a également une partie où on peut sélectionner des mots-clés. Donc j'ai continué à développer des nouveaux composants, cette fois-ci les composants des cellules qui représentent les mots-clés, qu'on appelle souvent aussi des pilules. Et puis je les ai assemblés pour créer cette vue qui affiche quelques mots-clés adaptés aux recommandations de l'utilisateur. Alors pour l'instant, j'utilise des données fictives, mais on va voir dans quelques instants comment est-ce que je fais pour utiliser des données un peu plus réelles qui fassent sens. Ensuite, je me suis attaqué à la barre de recherche, ou plutôt l'entête avec le logo YouTube, la barre de recherche et les quelques icônes qui permettent de publier une vidéo ou d'accéder à mon profil. Bon, là pour le logo, rien de compliqué, et ce qui est cool justement avec le React, c'est qu'il gère assez facilement les différents formats d'images. Là, je peux inclure très facilement une image avec un format classique ou même du SVG. J'ai juste à inclure mon image, à créer une balise et l'image est incluse automatiquement. On n'a pas à gérer les différents formats, à ajouter des nouvelles librairies comme sur le SwiftUI, etc., etc. Mais pour la barre de recherche, ça m'a pris un peu plus de temps parce que bon, je suis pas un expert du CSS et c'est vrai que j'ai dû utiliser quelques petits hacks comme transformer un bouton en une simple div que j'ai rendu cliquable pour me permettre d'avoir un style un peu plus proche du clone de YouTube plutôt que de m'embêter à modifier plein de paramètres. Donc pour l'instant, la barre de recherche n'est pas connectée au reste de ma page, mais on va voir dans la suite de cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire pour connecter les différents éléments entre eux et puis par exemple faire en sorte que quand je tape quelque chose dans la barre de recherche, on ait les suggestions qui s'affichent automatiquement. Et donc pour en finir avec l'interface graphique, j'ai développé ce menu latéral avec différents éléments qui nous permettent d'accéder à mes vidéos, mes abonnements, etc., etc. Donc là, rien de très compliqué, mais il fallait juste faire ce petit effort de se dire
tel ou tel composant, il est accessible dans différents états. En général, c'est l'état activé ou désactivé, notamment pour les tags ou les différents éléments de ce menu latéral. Et donc, il fallait réfléchir un peu à comment organiser mon code pour créer un seul et même composant qui ait deux aspects différents, l'aspect quand il est activé et l'aspect quand il est désactivé. Bon, maintenant il faut donner un peu d'interactivité à tout ça. Alors je l'ai un peu déjà précisé, mais les données que j'utilise là, notamment pour les vidéos ou les tags, les mots-clés, ce sont des données fictives que j'ai codées moi en dur. Ça veut dire que quelque part dans mon code, j'ai une variable qui en l'occurrence est un tableau qui contient plusieurs éléments qui eux représentent des vidéos avec le titre, l'adresse de la miniature, le nom de l'auteur, les tags, donc les mots-clés, etc., etc. Mais ce qu'on peut faire pour s'entraîner à créer de l'interactivité et connecter nos différents éléments entre eux, on se rappelle, le React, c'est de la programmation qui est basée sur le développement de composants. Et bien, c'est faire en sorte que quand je tape quelque chose dans la barre de recherche, les différents éléments, les différentes vidéos qui sont proposées sur la page soient mises à jour automatiquement en fonction de ma recherche. Donc pour ça, il faut développer un algorithme qui permette de déterminer si une vidéo correspond à un certain critère de recherche. Du coup, la première question à se poser, c'est quel est notre critère de recherche? Alors dans notre exemple, c'est juste une phrase qui est entrée par l'utilisateur dans la barre de recherche. Ensuite, on va se demander, à partir de ce critère de recherche, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo correspond ou pas. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser un algorithme qui fait que la vidéo correspond à la recherche s'il y a un des mots-clés de la phrase de recherche qui se trouve dans le titre de la vidéo, et sinon, la vidéo est écartée des résultats de recherche. Donc on le rappelle, le React se base sur l'état de certaines variables pour rendre ses composants, donc notre site web, dynamique. En gros, ça veut dire que pour modifier les résultats de recherche, il faut modifier une variable qui contient justement la liste des vidéos à afficher. Du coup, le plus simple, c'est de créer une fonction qui utilise l'algorithme dont on vient de parler et qui renvoie seulement les vidéos qui correspondent à ma recherche. Et ensuite, d'affecter ce résultat à la variable qui, elle, est la variable d'état qui détermine quelles sont les vidéos à afficher. Bon, après, je vous passe quelques petites subtilités comme le découpage de la phrase de recherche en plusieurs mots et la transformation de tout ça en minuscules pour éviter justement les interférences entre majuscules et minuscules dans la comparaison des mots. Donc une fois que l'algo est implémenté, voici le résultat. On peut faire quelques recherches. Moi, je suis assez content du résultat par rapport à mes connaissances qui étaient quasiment nulles il y a une semaine. Et on peut aussi filtrer nos recherches avec les mots-clés, etc., etc. Donc c'est vrai que ce qui a été développé là, c'est quand même assez simple. On n'est que sur la page d'accueil. On n'a pas développé la page avec la lecture de vidéo, la page de création d'une vidéo, etc., etc. Mais au final, on se rend compte que c'est quasiment à chaque fois le même mécanisme. En React, on utilise des états pour gérer notre vue, donc ce qui est visible sur notre application. Et ça, en fait, ça nous permet de quasiment tout faire sur un site. En tout cas, de tout faire niveau front. Donc ce qui est visible. Tout ça pour dire que ce genre de site, comme le clone du site YouTube, de Netflix, d'Amazon ou même de Facebook, c'est clairement quelque chose que vous pouvez développer en React. Et surtout des sites que vous allez être capable de développer vous-même avec la formation qu'on vient de sortir donc sur la plateforme et qui franchement, je dois vous le dire, on est quand même assez fiers de cette formation. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus, enfin surtout Vincent, parce que moi je l'ai surtout consommé. Et on a vraiment eu à cœur de créer du contenu qui vous permette à la fin de cette formation, bien sûr si vous y investissez, de vous lancer en tant que développeur React en freelance ou dans une boîte. Donc pour rappel, l'offre de lancement de moins 50% sur cette formation est disponible 7 jours seulement. Toutes les informations sont dans la description et sur le site. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien, vous serez redirigé vers la plateforme avec la promotion directement appliquée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire, en lâchant un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à faire grossir la chaîne et à créer de plus en plus de contenu de ce genre. Donc on se retrouve tout de suite dans la formation et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.